Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast L'École des femmes inspirantes, le podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour Ida. Alors Leïla, tu es une femme tirée S, je le pense profondément et on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Je suis vraiment ravie de te recevoir ce matin. Je sais qu'on va avoir beaucoup de choses à dire sur la place des femmes, beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on prend sa place dans la société, dans notre travail. Tu vas expliquer ce que tu fais et je crois que c'est un milieu aussi où les femmes ont à faire leur place historiquement. Donc vraiment, je suis ravie, je me réjouis qu'on ait cette conversation ensemble ce matin. C'est un enchantement partagé, Ida. Je te remercie en tout cas pour cette proposition de podcast et j'espère pouvoir partager avec d'autres femmes inspirantes à multiples facettes un retour d'expérience en tout cas extrêmement positif et joyeux. Hmm. Alors Leïla, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi aujourd'hui? Très classiquement, hein, je vais faire une présentation tout à fait sommaire. Je m'appelle Leïla Biller, j'ai 45 ans, je suis maman de trois enfants qui ont des âges très différents. Mon aîné a 17 ans, ma deuxième a 15 ans et mon petit dernier a 5 ans et demi. Donc, là, on a déjà trois facettes différentes avec des enfants, avec des parcours et des personnalités bien différentes et des âges et des besoins différents. Je suis notaire. J'ai commencé dans cette profession par la petite porte. J'avais 21 ans, j'étais encore à la fac de droit. Et j'ai commencé comme standardiste dans un cabinet de notaire qui était à côté de chez moi et secrétaire. Et ensuite, j'ai fait une bonne partie de mes études par correspondance, de manière assez hachée, mais toujours en travaillant en cabinet. Et donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'exerce ce Hmm. métier. Et j'ai passé les paliers au fur et à mesure, au gré aussi de mes études, de la naissance de mes enfants. Et aujourd'hui, j'ouvre mon étude à Nantes. Donc, c'est un nouveau challenge qui se présente à Hmm. moi. Magnifique et félicitations parce que ça c'est une Merci. sacrée étude, hein. Étude, oui, sacrée étude et puis sacrée étape Ah oui. d'ouvrir sa propre étude de notaire, hein. Donc peut-être que tu vas en dire un peu plus au fil de notre échange. Euh, alors peut-être revenir ensemble sur le concept que j'ai introduit, femme-s, femme unique aux multiples facettes. Je sais que c'est un concept qui t'a parlé et j'aimerais bien qu'on partage ensemble et aux auditrices en quoi ce concept de femme-s a résonné pour toi. Alors, en fait, déjà, moi, la découverte déjà de l'école, elle a été une surprise pour moi. Donc, Mhm. j'étais absolument pas dans une démarche au départ d'accompagnement, de coaching. Et je t'ai découverte sur Facebook. C'est un outil en plus que j'utilise pas forcément beaucoup. Donc, c'était surprenant à plusieurs égards. Et justement, la référence aux femmes à multiples facettes, pour moi, elle a résonné parce que c'était juste une évidence, en fait. Mais ce qui n'était pas une évidence, c'était de le verbaliser, de le formaliser, tu vois. Hmm. On n'en entend pas forcément beaucoup parler. On entend beaucoup de femmes dire ah, je fais tout, je fais sur tous les plans, c'est difficile, il faut être mère, il faut être bonne au travail, il faut être une bonne épouse, il faut être une femme avec tout ce que ça comporte d'être femme socialement. Et ça, on le ressent. On a les retours d'expérience des amis, des cousines, des sœurs, etc. Mais on ne pose pas forcément les mots dessus. Et du coup, on ne le conscientise pas forcément, je trouve. Hmm. Et pour moi, ce qui était quand même une évidence d'un point de vue ressenti, le simple fait de l'entendre verbaliser, intellectualiser. Et au final, c'est comme tu ouvres, ça te permet finalement de poser des mots sur une réalité et de tirer plein de tiroirs avec plein d'outils. Je, voilà, c'était une évidence, mais en même temps, ça a vraiment résonné chez moi parce que c'était la première fois que je l'entendais poser avec des mots, en fait. Et si j'ajoute inspirante à femme-s?
Et ben là, c'est pareil. Alors là, le mot inspirante, euh, souvent on se dit que, enfin, en tout cas moi en tout cas, souvent je me suis dit que j'avais pas forcément besoin de modèles, tu vois. Je me suis toujours méfiée des modèles. Et l'inspiration, souvent, elle te vient de femmes, finalement, que tu finis par voir comme des modèles. Et là aussi, j'étais vraiment prise par surprise, parce que on a la chance, en tout cas, d'avoir de grandes femmes en France qui sont de grandes militantes, qui sont battues beaucoup pour le droit des femmes. La première personne qui me vient à l'esprit, c'est Simone Veil, dont j'avais lu la biographie. Mais tu vois, je trouvais que c'était un personnage intéressant, mais sans forcément avoir conscientisé le fait que c'était pour moi une femme inspirante, alors que je le ressentais. Mais encore une fois, le simple fait de verbaliser la chose, de poser un mot, en fait, cette inspiration que tu as toi-même de la femme inspirante, elle prend une dimension qui finalement est décuplée. Mm. C'est comme si, tu vois, tu assumais le fait finalement de pouvoir être guidée par des femmes qui t'inspirent. Et c'est Oui. pas forcément une évidence pour tout le monde, en fait. Oui, c'est pas une évidence pour tout le monde. Et puis parfois, ça peut être peut-être aussi un peu impressionnant si on pense à Simone Veil, par exemple. Si Ah on ben, pense quitte à à des choisir, figures comme ça. autant avoir Et des grandes figures, mais c'est vrai que dans notre quotidien, on a aussi des femmes inspirantes du quotidien. exactement. Nos mamans, elles sont inspirantes. Euh, on a déjà eu cette conversation d'ailleurs. Elles sont inspirantes et elles n'avaient pas les outils que nous, on a la chance d'avoir, tu vois. Mm. Mais elles sont profondément, moi, les femmes de ma famille, tu vois, ma mère, ma grand-mère, c'est des personnages, quoi, très Tu, différentes l'une de l'autre. tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu as envie de dire, hein, voilà, Ah, mais bah, nous dire un peu plus volontiers. en quoi, quand tu parles de ta mère ou de ta grand-mère, tu te dis, ah ouais, quand elles ont fait ça, c'est particulièrement inspirant, c'est particulièrement porteur pour la génération qui a suivi, peut-être. Ouais. Voilà, à quoi tu penses quand tu nous dis, ah ouais, ma mère et ma grand-mère, je regarde, oui, c'est des femmes inspirantes Alors, en du fait, quotidien. c'est marrant que j'ai évoqué les deux, en fait, parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre déjà. Donc, Mm. elles sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Ma grand-mère, donc c'est une femme qui aujourd'hui je crois qu'elle a pas loin de 90 ans. Elle est née en Algérie, dans l'ouest algérien, donc à la campagne. C'est une femme très engagée, très déterminée, qui a subi beaucoup de revers dans sa vie. Elle a vécu la guerre d'Algérie. Son mari, donc mon grand-père, que je n'ai jamais connu, est décédé alors qu'elle-même avait, je crois qu'elle avait déjà 3 enfants. Il est décédé en martyr pendant la guerre d'Algérie. Donc c'était un combattant. Elle s'est réfugiée, si j'ai bien compris. Alors, je dis si j'ai bien compris parce que c'est des personnes qui sont très pudiques et qui ne te racontent pas forcément leur vie dans le détail, en fait. Et nous, on a besoin de ces témoignages, mais la pudeur fait qu'on ne les a jamais comme ça en direct live, en fait. Et donc, de ce que mon père, en tout cas, a pu me raconter, elle s'est réfugiée au Maroc pendant quelques temps. Donc, même si ce sont des pays voisins et très proches dans la culture, bah, elle n'était quand même pas dans son pays et elle avait dû quitter ses habitudes avec ses 3 enfants en bas âge. Ensuite, elle est revenue en Algérie, elle s'est remariée et puis elle s'est re-remariée. Et rien qu'en ça, en fait, déjà, c'est une particularité et c'est une force de caractère et bah, j'assume mes choix, en fait. Ouais. Donc, je suis veuve, je me remarie. Je crois elle a refait en plus 2 enfants. Puis ensuite, elle s'est re-remariée, elle a eu un autre enfant. Euh, et donc, voilà, c'est cette femme qui ne se laisse pas, euh, comment dirais-je, emporter par les événements, qui fait face, qui est courageuse, qui se bat. Et aujourd'hui, elle est aussi réputée c'est la chef de famille, c'est la matriarche dans tout ce qu'elle peut représenter. Et c'est ça pour moi qu'elle représente, ma grand-mère, c'est cette liberté et cette résilience face aux événements. Et c'est vraiment une nature parce qu'aujourd'hui, à 90 ans, elle mène encore tout le monde à la baguette, quoi. Et c'est normal. Et elle assume et elle est très libre. Tu dis des mots forts hein, qui peuvent inspirer justement celles qui nous écoutent peut-être, hein, assumer.
être face à ce qui nous arrive et se sentir libre, hein, se sentir agissante. C'est C'est ça que ça. j'entends, hein. Et tout ça dans une grande dignité en plus. C'est là où Euh, tu vois la force de la dignité. c'est quoi la dignité? C'est intéressant, on en a parlé lundi soir lors de la veillée lecture inspirante Ah oui, avec les alors participantes de l'école, justement. Ça m'intéresse du coup de revenir là-dessus. Dignité, c'est quoi pour toi? ben, la dignité, c'est ça. C'est pour moi, c'est faire face, mais euh, il y a il y a cette force, mais il y a aussi cet honneur. Euh, Tu vois, la tête haute, on désespère pas, ou en tout cas, on, ver- on verbalise pas qu'on désespère, en fait. On refuse euh, de rentrer dans cette spirale. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment une valeur importante, qui est difficile en plus à mettre en pratique. Enfin, je trouve que c'est pas toujours une évidence, tu vois. Et tellement je la porte haut, cette valeur. Je trouve que il n'y a pas plus admirable qu'une femme digne. Et on est digne quand on est justement dans la... Parce que c'est facile d'être digne quand tout va bien. Et quand tout va mal, faut aller chercher très, très profondément, en fait. Je trouve que voilà, c'est tout à fait admirable. Je trouve c'est drôle parce que c'est un mot du coup là qui est revenu lundi, qui revient dans notre échange là, et qui pour moi est conscientisé d'une toute autre façon depuis très peu de temps, comme une espèce de réhabilitation de ce mot-là ou vraiment de prise de conscience de qu'est-ce que ça peut vouloir dire en effet d'être debout dans la difficulté, face aux événements justement et de pouvoir être à la fois touché par les événements. Pour moi, il y a ça dans la dignité, c'est Mm, je peux être touché, je suis pas un espèce de bloc de marbre mm, insensible, tu vois. Je mm. peux être touché par l'événement et en même temps debout face à l'événement. Et je trouve ça très beau, en fait, comme mot. Oui, et en plus, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une valeur, je pense, qu'on a ou qu'on n'a pas, et ça, quel que soit le milieu duquel on est issu et quelles que soient les épreuves auxquelles on doit faire face. J'avais un ami une fois qui m'avait dit, qui était fils d'artisan, donc c'était des gens qui travaillaient beaucoup, qui avaient finalement pas forcément beaucoup de moyens, c'était pas des gens riches. Et il me disait, ma grand-mère me disait tout le temps que l'important pour un homme, c'est des trucs d'époque, hein, tu vois, pour un homme, c'est d'être bien coiffé et d'avoir des chaussures propres, bien lustrées. Hmm, Et du coup, tu vois, c'est pas des choses qui demandent des moyens. Mais la dignité, en fait, il la mettait là socialement. intéressant. On est encore sur un autre visage de la dignité. Oui, et puis du soin, je trouve, hein. Et ça Hmm. rejoint encore ce qu'on a dit lundi soir, puisque en fait, on était sur le livre de Cynthia Fleury, Le soin est un humanisme. Absolument, Et en fait, tu vois, dans cette notion de dignité, simplement prendre soin de soi, je me coiffe et je tout à fais en fait. sorte d'avoir des chaussures propres. Donc, ça nécessite d'avoir un chiffon et peut-être de l'eau ou de la crème. Voilà, C'est enfin, ça. Mais tu n'as pas c'est pas besoin d'avoir des grand-chose. Louboutins pour ça, en Voilà, fait. Tu vois, exactement. c'est là où la dignité, elle se place et elle prend tout son sens. C'est que elle est à la portée. Tu vois, là, on parle beaucoup, effectivement, des migrants. Moi, je regardais des reportages il n'y a pas si longtemps sur des migrants syriens. Euh, Malgré tout ce qu'ils ont vécu, en tout cas, c'est ces gens qui témoignent, hein, euh, Mm. ils sont d'une dignité, mais extraordinaire, d'une résilience et d'une dignité, mais tu te sens tout petit à côté, quoi. Et tu peux leur souhaiter que le meilleur. Mm. Voilà, en tout cas, moi, c'est une valeur qui est vraiment pour moi fondamentale, en fait. Ouais, ça fait beaucoup écho ce que tu dis. Moi, j'ai eu cette prise de conscience par rapport à ma famille, ma branche italienne de ma famille, mon grand-père, quand la guerre en Ukraine a démarré. J'ai pensé à toutes ces femmes là qui émigraient vers, vers, euh, vers nous, en fait, pour fuir les violences. Et j'ai pensé à mon grand-père et à son père qui sont partis en sidecar dans les années 30 quand Mussolini prenait le pouvoir et faisait la chasse aux communistes en l'occurrence. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père qui était communiste, a vu un de ses amis poursuivi par la milice mussolinienne et être assassiné en fait. Mhm, Et donc il a dit là, on s'en va. Il a pris son fils qui avait 5 ans, donc mon grand-père, dans une moto, là, dans un sidecar, et ils sont partis vers la Belgique. Et ensuite, ils ont fait venir les femmes. Et moi, j'ai plus personne en Italie.
Et D'accord. j'ai pensé, tu vois, cette génération qui a pris des décisions comme celle-là, sans rien, voilà, ton fils et une valise, et qui refont en effet leur vie ailleurs, dans cette Mm. dignité-là, qui est que, bah voilà, on est des immigrés italiens, on est des immigrés syriens, on est des immigrés algériens, enfin voilà, tous des mouvements hein, liés à l'histoire, liés aux guerres, liés aux C'est famines. ça, ouais. Et de là où on est, on reconstruit en fait. Et je pense que C'est c'est cette ça, dignité qui a permis à ta grand-mère et aux enfants de ta grand-mère, à mon grand-père et à ses enfants, bah, de là où ils sont et avec le peu de choses qu'ils avaient alors, de reconstruire c'est et de ça. faire émerger Et ce qui est bah, la intéressant, c'est continuité. quand tu vois le passage de relais de génération en génération. Parce que là, je Oui, parle de ma grand-mère parce que je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents, en oui, vérité. Mais oui. peut-être qu'effectivement, cette dignité, elle la tient aussi de ses parents et ainsi de suite. Parce que c'est peut-être aussi une valeur fondamentale de l'éducation, ou peut-être que c'est quelque chose qu'on a de manière innée, j'en sais rien, tu vois, qui se révèle au gré des événements. Et quand tu vois le passage de relais de génération en génération, enfin, tu vois, mon père est arrivé en France, il avait 17 ans, il n'avait pas de diplôme, il a tenu un bar, donc ça le fait toujours beaucoup rire de dire que il n'a pas fait de diplôme, il n'a pas fait d'études, mais qu'il a deux bacs, un bac d'eau chaude, un bac d'eau froide. C'est très drôle ça. Et il a beaucoup d'humour, mon père, je l'aime énormément. Et en fait, tu vois, mon père, il n'avait pas les grands concepts d'éducation. Aujourd'hui, on parle d'éducation positive, Mm, on a encore des outils sur la parentalité, tu vois, mm, mm. mais que eux n'avaient pas. Et moi, j'ai une cousine qui est enseignante et qui me parlait l'autre fois du concept que j'ignorais complètement d'éducation silencieuse, tu vois. Et mon père, il n'a pas Ah, fait d'études, mais en revanche, il nous a toujours montré l'exemple, intéressant. l'exemplarité. L'exemplarité, tout à fait. Et il n'y a pas forcément besoin de... Aujourd'hui, on parle beaucoup avec nos enfants, on va être dans le dialogue et c'est très bien. Et il y a des générations qu'on fait avec ce qu'elles avaient. On peut donner que ce qu'on a par définition. Et lui, ce qu'il avait, c'était son exemplarité. Tout à fait. Aujourd'hui, il a 70 ans et c'est encore un exemple pour moi, mon père. Donc, tu vois, le passage de relais entre la Mm. grand-mère, le père et toutes les filles, on a toutes fait des études supérieures. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on a réussi nos vies, ça veut juste dire qu'on a fait peut-être des choses que secrètement nos parents auraient aimé faire, qu'ils n'ont pas pu faire, que nous, on a Mm. appris de manière peut-être inconsciente, j'en sais rien. En tout cas, les faits sont là. On a toutes fait des études supérieures, on est plutôt libre dans nos choix. On n'est que des filles, on est 9 filles de trois 9 mariages filles, différents, voilà, toutes des filles. que des filles, toutes très libres dans la façon de penser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des attachements, peut-être, ou qu'on n'a pas eu des aliénations par rapport à la culture, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, la liberté, c'est vraiment Mm. la valeur fondamentale. Alors, quand tu vois, tu peux refaire effectivement l'histoire en se disant, bah oui, on a, on a, tu vois, on est les petites filles d'un martyr, comme on dit en Algérie, donc qui s'est battu pour son pays. Il se trouve que du côté de ma mère, j'ai aussi un arrière-grand-père qui a fait la guerre, et qui a été dans l'armée française, l'armée de libération. Et donc, peut-être que je me dis, il y a des choses, tu vois, qui se transmettent. Et on n'a pas connu ces gens-là, on ne les a pas connus, qui sont battus pour leur patrie d'un Ouais, côté et de l'autre de la Méditerranée, mais qui étaient tous mus par ce même idéal de liberté, en fait. ouais. Et ça continue dans un contexte différent. En tout cas, moi, à titre personnel, de femme, effectivement, à multiples facettes, ambitieuse, qui a envie de réussir sa vie, mais comme elle a défini de ce que c'était de réussir sa vie, en fait, et pas par rapport à ce que ma voisine ou ce que la société veut te renvoyer comme image de femme qui réussit sa vie. Ça m'est propre. Et le combat est différent, mais on n'est pas obligé de le vivre d'ailleurs comme un combat. Mais en tout cas, les temps sont différents, mais on a encore cette soif de liberté. Et c'est marrant quand tu retraces l'histoire de la famille, de voir comment il y a des choses qui se transmettent de manière plus ou Je- moins consciente. j'ai envie de reprendre ce que tu disais là, c'est si on ne le vit pas comme un combat, justement, comment est-ce qu'on peut vivre cette quête de liberté dont tu parles? Alors moi, je l'ai beaucoup, souvent, longtemps vécu comme un combat. Tu vois, Mm. pour moi, c'était vraiment, en fait, c'est tellement vital, la liberté, que si je m'en sens privée, et quelque chose, un événement anodin, euh,
peut me laisser penser que je suis privée de liberté. Et ça, c'est un truc qui me fait monter dans les tours, qui me frustre, que je ne Mm. supporte pas. Et avec le temps, et notamment avec l'école, et avec tes bons conseils et ton accompagnement, j'arrive un peu à voir les choses de manière différente et à pratiquer le lâcher prise. Et à pu considérer que tout est danger pour ma liberté. Mm. Et dans le prolongement de ça, c'est peut-être aussi une chose que j'ai comprise et que j'essaye de mettre en pratique, c'est de se dire que les événements ne sont que ce qu'ils sont, tu vois. Et la réalité est souvent différente de la petite histoire qu'on se raconte. Et donc là où on aura toujours tendance un peu à... Ça, c'est les ateliers d'empowerment qu'on a pu, voilà, où on a pu développer cette idée et où on peut parfois se sentir en danger, menacé, brutalisé. Au final, quand on regarde les choses pour ce qu'elles sont, ça va, quoi. C'est pas insoluble, en fait. Tu as dit une phrase importante, là, je pense, c'est la réalité est toujours un peu différente de l'histoire qu'on se raconte. Oui, bah oui, Et je vous invite souvent à penser contre vous-même. Alors ça, moi, c'est grâce à un prof d'histoire hein, qui nous avait dit ça en terminale, je crois. Apprenez à penser contre vous-même. C'est-à-dire, voilà, si j'ai une idée sur un truc, être dans cette espèce de discipline intellectuelle, de dire, oula, si je suis en train d'avoir un axe sur un sujet, c'est peut-être qu'il y a toute une part que je vois pas, et donc m'obliger à me raconter une autre histoire. Et donc, c'est ce que tu mm, disais, quoi, la réalité est toujours un peu différente de l'histoire qu'on est en train de se raconter. c'est ça. Et faire ce travail-là seul, clairement, c'est pas possible. C'est Et ça, c'est une difficile, ouais. chose aussi. Ouais, mais c'est pas possible, même, je dirais. Mm. Enfin, on- on- c'est vraiment pas possible, en fait. Ouais. Et là, je parle en tant que personne qui n'a jamais été convaincue par le coaching. Tu vois, on aurait parlé de ça il y a 3 ans, je t'aurais dit, oh, c'était une bonne blague. Je Ouais. gère la fougère, comme dirait ma fille. Pas t'inquiète, Je je gère. gère. Tu gères la fougère, t'inquiète, tout va bien. Et en vérité, bah là, non, en fait, je me rends compte que on a plein de ressources. Ça, Mm. c'est une évidence. Les Mm. forces, on les a en nous. Ça, c'est une évidence aussi. Mais après, il y a tout un travail quand même d'accompagnement qui est où moi, je sais qu'il y a des choses où je me serais vite laissée emporter par mon tempérament à vouloir tout maîtriser et au final, qui ne t'apporte pas les résultats. Parce que je dis, c'est très pratique en fait, hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique. J'aime bien avoir des résultats en, en profil de mon promoteur que je suis. Mm. Et, euh, et en fait, d'un point de vue très pragmatique, je me rends compte que si j'avais pas été accompagnée, et d'ailleurs, je continue l'accompagnement, donc c'est bien la preuve que cet accompagnement m'a apporté beaucoup et bien plus que ce que j'espérais au final. Il y a plein de choses que j'aurais pas conscientisées sans cet accompagnement, en fait. Ouais. Ce que je trouve très intéressant par rapport à ça, c'est que paradoxalement, plus on, plus on grandit, plus on touche des positions où on se dit qu'on est de plus en plus autonome et en responsabilité, donc presque qu'on devrait savoir ou qu'on devrait pouvoir faire seul, tu vois. Eh bien, paradoxalement, c'est précisément à cet endroit-là qu'on a encore plus Bien besoin sûr, d'être en lien et de faire jouer l'altérité et d'être accompagné. Moi, je dis souvent, on n'a jamais vu un champion olympique sans son entraîneur dans les gradins mais c'est ça, et mais voilà. Et parfois, on a cette confusion-là de se dire, ouais, mais comme je suis dans les positions où c'est moi qui suis très responsable et je dois être très autonome, donc ce serait un aveu de faiblesse que d'être accompagnée. Alors qu'au contraire, c'est précisément parce que je suis à cet endroit-là que j'ai encore plus besoin d'avoir ces échanges. c'est exactement ça. Et tu vois, tu as Mm. utilisé le mot d'altérité. Oui. Mais quand on pense qu'on peut tout faire tout seul, qu'on gère tout tout seul, qu'on est capable et qu'on veut se prouver des choses à soi-même, parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est entre toi et toi, tu vois, enfin, entre moi et moi, t'en oublies l'altérité. Mm. Si l'altérité, c'est pas une richesse, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Tu vois, Alors, j'ai c'est quoi découvert aussi qu'on l'altérité? était Parce que, des êtres sociaux. ouais. Et Alors, ça, c'est un truc bah, que tiens, j'avais pas du tout à qu'est-ce que l'esprit. comment t'as intégré ces notions-là, justement? Altérité, nous sommes des êtres sociaux, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, Ben, ces mots? concrètement, c'est la richesse de l'échange, en fait, et d'aller Mm. puiser ou que l'autre veuille bien finalement te donner.
Ce qui peut te manquer à un instant T. Encore une fois, je suis dans une approche très pragmatique et pas du tout quelque chose d'intellectualisé. Pour Hmm. moi, c'est ça l'altérité. Et c'est une richesse de l'échange. euh, et au final, qu'on ait des parcours de vie différents ou pas, enfin, par essence, on est tous différents. Et donc, on peut être confronté à des mêmes événements, on va les vivre, ce qui est le cas en plus d'ailleurs quand on fait des codev. On voit bien qu'on peut faire face parfois à des événements qui ne sont pas dans la synchronicité exacte, Hmm. mais une telle pourra avoir pourrait traverser aujourd'hui un événement que moi-même j'ai dû traverser il y a quelque temps, et inversement. Et en fait, c'est ça l'altérité, on est différentes, mais du coup, on s'enrichit mutuellement de l'expérience des unes et des autres, des forces des unes et des autres. Et, et c'est enrichissant et c'est chouette. Et en même temps, là, j'ai envie de dire, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la Oui, vie. c'est ce qui permet de compléter une vision, d'enrichir une vision, Mm. de rendre peut-être aussi plus complexe. C'est-à-dire que parfois, on est un peu dans un tuyau et tout d'un coup, par l'altérité, par l'autre, par la rencontre de l'autre, de se rendre compte que c'est un peu différent de ce qu'on pensait. Complètement. Et c'est une remise en question. Hmm. Et ça te donne, j'allais dire une force, certainement, mais c'est pas que ça, en fait. Tu vois, là encore, on n'est pas toujours dans la notion de combat. Il faut être fort, il faut. C'est pas ça. C'est que ça t'enrichit à tous les niveaux. Il n'y a pas besoin d'être dans un combat pour être enrichi, en fait. La vie, c'est ça, c'est comment je cultive mon jardin, tu vois. Comment je C'est ça cultive qui est... ma Oui, pardon. vie. Ouais. Oui, C'est ça qui est plus doux pour toi aujourd'hui. ah bah oui, ah, carrément. Hmm. C'est franchement, je trouve que c'est un apaisement pour le cœur, c'est un apaisement pour l'esprit. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus profond. Et je pense que c'est plus proche de la vérité, en fait. Enfin, d'une certaine vérité, peu importe, mais je pense qu'on touche quand même au sens profond de la vie. Parce que c'est pas vrai de dire que on est né pour combattre. Moi, je me suis longtemps, hein, j'ai longtemps été dans cette idée-là, mais parce que ma vie a été vraiment un combat dans le sens physique d'ailleurs parfois, Ouais. et dans un sens figuré. Et il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement. Et quand tu traverses des épreuves qui sont vraiment difficiles et compliquées, vraiment très, très difficiles et très compliquées, que tu dois tout porter à bout de bras parce que c'est ton rôle d'aîné et que voilà, ben en fait, tu t'enfermes. Et les autres, ils y sont pour rien en vérité. C'est pas, tu vois, ceux qui n'assument pas ce qu'ils auraient dû assumer en vérité, qui t'enferment dans cette idée de combat. C'est pas vrai. C'est toi, Est-ce que et tu c'est là où dirais on que retrouve. c'est... Excuse-moi, je te coupe parce que Non, je t'en prie. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est précisément là que tu as peut-être dépassé une vision que tu Ah avais, que oui. pour être libre, tu avais besoin de combattre? Euh, Peut-être, voilà, dis-nous, qu'est-ce que tu as dépassé pour être finalement peut-être libre, comme tu étais déjà libre, hein, mais libre de manière différente. Bah, Voilà. en fait, j'ai réalisé que la vie n'était pas qu'un combat. Ça Hmm, peut être un combat hmm, parce que tu es face à telle situation qui va te demander là, d'aller chercher cette énergie-là de combat. hmm, Tu vois? Et là, tu vas mobiliser, ça c'est aussi une chose que j'ai apprise à l'école, c'est là, tu vas aller mobiliser tes forces. Et tu vas les chercher de manière volontaire, consciente. OK, ouais, là, je suis face à cette situation, j'ai pas d'autre issue. ouais. Dans la vie, des fois, tu es obligé de t'imposer. Et des fois, tu vas t'imposer pas forcément de la manière que tu aurais aimé, parce que ton interlocuteur, tu as des gens qui malheureusement ne comprennent que le rapport de force. Ouais. Toi, Ça, tu c'est dis aussi une chose que j'ai imposer appris. enfin, moi, désormais, je dis positionner. Et ben voilà, et ben là, on retrouve encore une notion qui est plus douce encore. Voilà. Pas le positionnement. Ouais. Et effectivement, c'est quel est le positionnement que j'adopte face à cette situation-là. Hmm, OK, donc moi, il me semble, et d'ailleurs, c'est là où c'est important d'être accompagné, parce que hmm, des fois, on n'est pas forcément, c'est difficile de déterminer quel est le bon positionnement à adopter face à une situation. Ça veut dire que déjà, tu as bien étudié, bien analysé la situation pour ce qu'elle est, et pas pour ce que tu crois qu'elle est. Donc, premier travail, c'est déjà pas simple. Donc ça, si tu n'es pas accompagné pour ça, déjà, c'est ce qu'on a fait ce matin. Donc, si hmm. déjà tu ne fais pas ça, c'est compliqué.
Deux, OK, maintenant j'ai bien compris la situation. Quels sont mes moyens pour répondre à cette situation de manière intelligente et quelles sont mes ressources? Tu vois, à quoi je dois faire face? Quelles sont mes ressources pour y faire face? Déjà, je trouve que l'intellectualiser, l'intégrer, c'est déjà beaucoup. Oui. Une fois que tu as fait ça, tu as déjà fait une partie du travail. Mais le faire seul, c'est pas possible. Et donc, le combat n'est pas forcément la meilleure option qui s'offre à toi pour toutes les situations. C'est pas vrai, tu vois. Et ça, je me suis rendu compte que même cette notion de combat, je l'avais malgré moi, transmise à mes enfants. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà dit à mes enfants, mes grands qui ont 17 et 15 ans, que, ah, tu comprends, ma fille, la vie, c'est dur, hein, faut se battre. Et donc, en fait, elle a déjà intégré que la vie, c'était difficile, qu'il fallait se battre, Mhm. et que du coup, bah, sa meilleure arme, ça allait être des études longues où elle allait gagner beaucoup d'argent. Mais la vie, c'est pas ça, en fait. Est-ce que tu as complété C'est pas que ça. ton approche auprès de tes enfants, justement, Ah depuis que tu as oui, ces prises de alors, conscience? Qu'est-ce que tu leur ouais. as dit de nouveau? Qu'est-ce Ben, que tu as alors, partagé avec eux? déjà, j'ai changé de mode de communication avec eux déjà. Donc, avant de leur parler, j'ai déjà Mhm. changé moi et j'ai déjà Mhm. changé mon approche. Mhm. Donc, alors, j'ai découvert avec Candide, notamment lors de notre séminaire, ce qu'était la processcom. Candide Mégia, qui est Candide Mézières. psychologue, docteur en psychologie et qui accompagne les femmes au sein de l'école des femmes inspirantes, qui a son cabinet à Saint-Germain-en-Laye, tout à fait. C'est ça, qui est une femme juste extraordinaire d'énergie. Enfin, voilà, moi, je la trouve juste remarquable, vraiment remarquable et inspirante pour le coup, hein. Si c'est Oui. pas une femme inspirante, je sais pas je sais pas comment la qualifier. Elle nous a donc introduite à la Processcom lors de notre séminaire, un dernier séminaire à Pornichet. Un Mm. super endroit, un super séminaire de 3 jours extrêmement riche. Moi, je connaissais pas la Processcom et en fait, bon, pour résumer, je ne sais pas si je résumerai bien, mais c'est un outil qui permet d'établir une base de personnalité et puis déjà de nous faire connaître les 6 personnalités et puis une base de personnalité qu'on a tous définie, je crois, à l'âge de 6 ou 7 ans. Bref. Et puis Mhm. ensuite, Mhm. les autres étages varient en fonction au gré des événements de la vie, du travail qu'on peut faire dessus. Et donc, j'ai trouvé l'outil tellement magique que j'ai pris rendez-vous avec Candide pour proposer à mes enfants de faire ce test de personnalité. Oui. Alors que moi, les tests de personnalité dans les magazines féminins, c'était juste le truc, franchement, qui m'insupportait au plus haut point, quoi, tu vois. Déjà, le mot test de personnalité, ouais, à quoi ça sert ce truc? C'est ridicule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me connaître, cocher des cases. Enfin, je trouvais ça vraiment ridicule. Et donc, elle nous a introduite à cet outil. J'ai dit, ah, finalement, pas mal, c'est pas trop loin de la réalité que moi, en tout cas, je m'étais faite. Et donc, j'ai proposé à mes enfants de faire ce travail. Bizarrement, mon aîné, qui est tout à fait opposé à ce genre de travail, quand je lui ai présenté l'outil, il a adhéré tout de suite. Et donc, en fait, on a pu chacun établir notre profil. Donc, c'est là où ce qui est quand même très drôle, c'est que j'avais mal déterminé le profil de mes enfants. Donc, ça te donne une idée du degré de communication et de partage. Il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas forcément beaucoup de communication à la maison parce que le quotidien fait que on est face, en tant que maman, à une succession de tâches. Et ça aussi, j'ai appris beaucoup avec l'école par rapport à ça, que la vie n'est pas qu'une succession de tâches. On peut très bien s'organiser pour pouvoir passer du temps avec ses enfants quand on a envie de le faire. Tout à Et fait. moi, c'est un souhait que j'avais. Et c'est aussi une façon de démontrer l'amour que j'ai pour mes enfants. Parce que dire à un enfant je t'aime, c'est très bien, il en a besoin, il a besoin de l'entendre. Mais lui démontrer par des actions concrètes qu'on l'aime et qu'on passe du temps avec lui de qualité, bah, c'est des souvenirs qu'il va se garder quand nous, en tant que maman, on ne sera plus là. Parce que, enfin, on partira peut-être avant eux. En tout cas, je me souhaite. Et, euh, Mhm. et finalement, ce qui va leur rester, c'est que des souvenirs de partage et d'échange. Ouais. C'est pas si je leur ai dit 10 fois je t'aime dans la journée, c'est pas ça qui va leur rester, tu vois. Et donc, on a fait ce travail-là. Et pourquoi je te disais ça, c'est que euh, ça m'a permis déjà d'entrer dans une meilleure communication avec mes enfants. Non pas que la communication était mauvaise, c'est Mhm. juste que ça m'a permis de comprendre comment je pouvais encore mieux communiquer avec eux et quels étaient les leviers à Mhm. actionner par rapport à leur personnalité à eux. Oui. Voilà, ce qui vraiment pouvait fonctionner de manière fluide. Euh,
Si Et je... peut-être que ça a ouvert l'éventail aussi. Tu disais jusque-là, tu avais beaucoup transmis finalement le truc de les enfants, il faut y aller, on se bat dans Ouais. la vie, il faut être bon à l'école, positionnez-vous, imposez-vous, peut-être même tu leur disais, peut-être pas positionnez-vous, mais plutôt imposez-vous. Ah bah ça oui, il y a les deux, Et, ouais, non mais clairement, ouais. hein, et puis peut-être que justement, en faisant ce travail de comprendre le fonctionnement de chacun, ah tiens, ils ont des personnalités différentes. C'est J'avais ça. peut-être pas tout à fait identifié comment fonctionnaient les uns et les autres, et j'étais peut-être un peu à côté, voilà. Et ben, Euh, et que peut-être qu'il y a autre chose à dire que la vie est un combat. C'est ce que, et c'est ça, ça ouvre de nouvelles conversations finalement avec tes enfants et dans la transmission que tu leur apportes. en fait, c'est exactement ça. C'est que déjà, peut-être leur verbaliser que la vie n'est pas qu'un combat, déjà, Oui, oui, il y a plein d'autres choses dans la vie. Il y a de oui. l'amour, il y a du partage, il y a de l'échange, euh, il y a le rapport à l'environnement, à la nature. C'est des choses auxquelles on revient de plus en plus, mais quand mes enfants Mhm. étaient petits, ce n'était pas forcément des choses dans lesquelles on était, tu vois. Il y a 17 ans en arrière, on n'était pas forcément dans la même dynamique, socialement D'accord. parlant. Oui. Et c'est surtout que j'ai réalisé que leur dire comme ça, à brûle pour point, la vie, c'est un combat, bah, si tu as un fils avec une base empathique, ça Ça marche pas. ça marche pas, ça fonctionne pas. Et en fait, Ouais, c'est là où moi, j'étais à côté de la plaque. C'est c'est que ça. je leur parlais avec mon cœur, parce que vraiment, j'avais cette pensée-là, mais sans me préoccuper de savoir comment ça allait être reçu par eux en fonction Ouais, de leur identité à eux. c'est ça. Et tu vois, rien que le verbaliser, je trouve ça quand même fou de se dire Hmm. que... et je suis sûre qu'il y a plein de mamans dans ce cas-là. Il ne s'agit pas de s'auto-juger ou de s'auto-critiquer, ou c'est pas ça. Mais c'est juste que tu te dis, ouais, ok, bon, ça, effectivement, j'avais ce désir de leur passer ce message-là. Mais un, je leur passais pas forcément le bon message, ou en tout cas, il n'était pas complété. Et deux, je leur passais clairement pas de la bonne manière pour qu'eux, ils puissent s'intégrer. Hmm. Ça Donc, aussi, hein, ça met en valeur finalement cette multiplicité dont on est parti de femmes-s, où on met en hum, valeur justement le côté multifacette. Et puis, moi je dis souvent, après, c'est l'infini des combinatoires hein, qui fait hum, des individus uniques. Et là tu es en train de nous dire la même chose aussi sur finalement une perception plus complexe, une ouverture plus complexe, une compréhension de l'autre aussi plus ouais. ouverte. Eh ben déjà, il Euh, faut s'ouvrir à l'autre, en et fait. oui. Et tu Mhm. vois, et l'ouverture à l'autre, même quand il s'agit de ses propres enfants qu'on a portés, on les a mis au monde, Et oui, et on oui. s'en est occupé, Euh, on Même les celui qui aime. sort de la chair de ma chair, moi j'aime pas trop cette expression-là, tu sais, comme si tu es la mère, donc ton enfant est une continuité de toi. Moi j'aime bien l'idée de dire c'est un individu à part entière. Moi enfin, voilà, j'ai 4 enfants et j'ai pas voulu avoir j'ai pas eu envie d'avoir des enfants. J'ai eu envie d'avoir des êtres humains, tu vois, qui vont grandir et s'individualiser. C'est ça que je trouve tellement beau, en fait, de, de, Et de ben voir ça, dans nos j'ai enfants mis des beaucoup de temps à le individus. comprendre. En Ouais. fait, tu vois, ça pour moi, c'est un vrai. Mm. Ce qui pour toi est une évidence, ne l'a pas été pour moi. Ouais. Pour moi, c'était, je rencontrais un homme avec qui je voulais faire ma vie, Mm. avoir des enfants, avoir des enfants, Avoir des et enfants. Voilà, cette avoir des expression, enfants, oui, tu vois? c'est intéressant qu'on insiste dessus. Avoir des Avoir enfants, des enfants avoir. comme s'ils t'appartenaient, Ouais. et qui, en plus, de toute façon, ne pouvaient pas être autre chose que le prolongement de moi-même, dans mon grand ego, tu vois, puisque de toute façon, je les ai portés, je les ai portés. Comme Mm. si l'homme, d'ailleurs, est complètement étranger à ce processus, tu vois. Intéressant, Donc, ben oui. je les ai portés, je les ai mis au monde, je les ai allaités, je les ai éduqués. Et tout ça, comme moi, je voulais faire. Mais Mm. en fait, ça laisse aucune place à l'enfant, tout ça, Eh oui. tu vois. Ça laisse aucune place à l'enfant en tant qu'individu de ce monde. Parce Et que à lui-même, l'altérité, on et revient à ça laisse pas de l'altérité, place à à l'altérité, l'autre. Mm. ça laisse pas de place à l'autre, ça laisse Mm. pas de place à l'axe. Alors, à l'autre, ça lui laisse pas la place de s'accepter comme il est, sauf à avoir un sacré tempérament. Heureusement que mon fils a avec une base empathique. Alors moi, je suis base promoteur et lui empathique. Ça parlera Mm. peut-être à certains, mais voyez un peu le choc des cultures. Et, euh, et effectivement, ça lui laisse même pas la place à lui au développement, tu Ouais. vois.
Et après, quand tu pousses l'histoire des générations, comment il transmet ça, lui, à ses propres enfants? Pour autant qu'il décide d'en avoir, parce que les enfants de nos jours me disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Quelle place ça laisse dans la chaîne de transmission? Ouais, c'est très intéressant aussi. Alors, on a vraiment parlé de transmission aujourd'hui, Absolument, hein. absolument. C'est vraiment intéressant. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais Et envie juste, Ida, si je de... peux me Oui, permettre, bien sûr. puisqu'on est dans cette histoire dans ce sujet de transmission, Oui. le simple fait pour mes enfants de 17 et 15 ans de faire de la process com, qui est un Hmm. outil, si j'ai bien compris, beaucoup utilisé en entreprise. Oui. C'est pas une évidence pour des enfants ados d'aller voir une docteure en Hmm. psychologie, d'aller faire. Eh ben, ça leur a permis aussi d'intégrer que c'était possible, en fait, à Hmm. leur âge, que c'était un outil précieux de développement. Et de réfléchir sur soi et que on peut le faire quand ça va bien aussi, Ah, Et on peut, simplement pour et on l'a fait alors se que tout allait connaître bien. mieux. Dans notre Voilà, quotidien, tout va c'est bien. On ça, n'a pas de heurts, on n'a pas de disputes. Jamais. On n'est jamais en conflit avec mes enfants. Jamais. exactement. J'ai jamais été en conflit, même à l'adolescence, avec mes enfants. Ah, peut-être parce qu'avec moi, le conflit n'est pas possible à la maison, le conflit ouvert. Ah ouais. Mais chacun le fait à sa manière. Mais voilà. Mais en tout cas, c'était Hmm. important de leur faire comprendre aussi qu'il y avait ce possible-là pour eux. Et Complètement. que du coup, hop, je comprenais qu'ils étaient des individus à part entière, tels qu'ils Hmm. étaient, que je les aimais pour ce qu'ils étaient de toutes les manières, que process comme ou pas, ça, c'était pas un sujet. Hmm. Et que maintenant, c'était à eux, tu vois, de faire le travail et que moi, du coup, j'étais là que en soutien, mais j'étais plus là pour... Avec un troisième enfant de 5 ans et demi, du coup, je m'y Hmm. prends complètement différemment avec le dernier, Et oui. totalement différemment. Donc, voilà, voilà, voilà. Un grand merci pour tous ces Hmm. outils. Magnifique. Et du coup, cette transmission, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent dans le contexte actuel aussi, qui peut-être peut être un contexte un peu déstabilisant pour beaucoup. On a été percuté par le confinement il y a 3 ans, qui a révélé des choses qui étaient déjà présentes, hein. Moi qui travaillais déjà sur la situation des femmes dans le monde, en France, je pense que là, que le Covid, le confinement a simplement été un révélateur un peu plus de ce qui était déjà là, larvé. Ouais. Et dans ce contexte, la crise économique, les risques de conflits internationaux, etc. Quel est le message, peut-être avec ce prisme de la transmission, que tu aurais envie de passer aux femmes? Ben, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on change d'époque, en fait. Ouais, Il y a eu effectivement le Covid et là, on est dans le post-Covid. oui. Et le post-Covid, pour les femmes, beaucoup, je trouve, il est hyper impactant. Alors, je pense qu'il est impactant pour tout le monde parce que du coup, on a un rapport à la vie qui est différent. On a un rapport au travail, par ricochet, qui est Mm. différent parce que du coup, Mm. travailler moins, c'est se donner plus de temps. Ou c'est travailler différemment parce que du coup, on se dit qu'on va se réorienter, que notre travail, je n'ai pas envie de passer 8 heures par jour à faire un travail purement alimentaire et que j'ai envie de faire un travail qui est pour le coup là le prolongement de ce que je suis et de ce que Mm. je peux donner de mieux à la société Mm. en conscience et on peut tous apporter quelque chose en Ouais. fait à notre mesure. Ouais. Euh, mais de toute façon, on a la possibilité d'avoir un impact sur la société Ça, au-delà de déjà, notre en cercle soi, c'est un familial. message de transmission énorme, ce que tu es en train de dire. Je le reprends pour que vraiment mettre de la lumière dessus, là, sur ce que tu viens de dire. On est tous en mesure d'apporter quelque chose à la société Ah bah oui, et et du c'est la coup, belle de image créer du un colibri. travail, voilà, et de créer un travail qui peut être le prolongement de nous-mêmes et c'est la source du bien-être, hein. Parce que du coup, ça me permet de faire cette incursion-là. Mais le bien-être, c'est pas moi qui le décris, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est vraiment être dans qui on est en contribuant et en étant avec les autres. Donc, je pense que voilà, c'est Absolument. important qu'on mette l'accent là sur ce que tu viens de dire. Et tu vois, là, moi, à titre personnel, je suis vraiment dans une période charnière de ma vie, parce que je suis en train donc, de monter mon étude de notaire à Oui. Nantes. C'est une création, donc ça veut dire que je pars de zéro. Mhm. Ce qui est chouette dans l'idée de créer quelque chose, c'est que tu le fais comme tu as envie de le faire. Et là, il n'y a personne qui peut te dire c'est bien, c'est pas bien, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de pas bien. Mhm. C'est ce qui me correspond à moi.
Et de prendre En- cette liberté, on reparle de liberté, là, de prendre cette liberté dans un cadre qui reste un cadre contraignant. Tu es notaire, donc t'es pas non plus. Il y a plein de règles, il y a une c'est institution, ça, etc. dans un Mais, cadre. mais d'être conscient que dans ce cadre donné, ça peut être le cadre de la société, par les lois, etc. Mais je suis libre dans ce C'est cadre ça, qui est donné. absolument. Et donc, effectivement, une fois que tu as dessiné tes contours et que tu te dis, OK, c'est ça mon cadre. Donc, de toute façon, je ne peux pas aller hors cadre parce que sinon, je ne suis plus Oui, dans mes fonctions. oui. À l'intérieur, tu as une marge de liberté. Quelle est-elle et quelle est la couleur que j'ai envie de lui donner? Tu vois, Hmm. quel est le rayonnement que j'ai envie de lui donner? Et ça peut Ouais, être que mon rayonnement puisque c'est moi. Tu comprends? C'est très personnalisé. Et ma voisine à côté, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de faire quelque chose qui lui corresponde à elle et en fonction de ce qu'elle est et de ses aspirations et du message qu'elle a envie de laisser passer. Parce qu'en vérité, c'est ça que tu fais dans tes actions. C'est que tu, là encore, transmission. Tu transmets un message. Alors, tu le exactement. transmets par des actions, tu le transmets par une communication, par une présentation, tu vois, telle que tu te présentes au monde. Ouais, Et il y a 36 manières de faire. Mais en tout cas, tu es toujours dans la transmission. ouais. Je propose qu'on retienne ça, aller chercher finalement qui je suis, ce à quoi je peux contribuer et dans un cadre qui est celui dans lequel on est à un instant T, inventer, créer, se sentir libre, de proposer quelque chose et de transmettre. Est-ce que ça te va si on invite aujourd'hui les femmes à cela? Ah bah, je les y invite fortement et Magnifique. profondément, bah, clairement, clairement. Formidable. On pourrait continuer encore des heures, Ouais, Leïla, sur ces sujets-là. Je suis infiniment reconnaissante de l'acceptation que tu as eue de participer au podcast. Et, euh, et voilà, je te remercie fort. À vous toutes. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes. À tout bientôt. Merci, Leïla. avec plaisir.